De la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, hier un conseil de gouvernement conjoint pour préparer l'événement. Clôture de la semaine culturelle ivoirienne au Burkina Faso, une activité qui entre dans le cadre du dit traité. Et puis, alerte en Afrique de l'Ouest, Médecins sans frontières déclare la situation hors contrôle. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour préparer la rencontre qui sera co-présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Un conseil conjoint de gouvernement a eu lieu hier. Le conseil qui a enregistré la signature de 26 accords a été co-dirigé par les premiers ministres des deux pays amis. Les premiers ministres burkinabés, Luc Adolphe Tiao, et ivoirien Daniel Cablon-Duncan, que je vous propose donc d'écouter. Notez que les deux hommes ont exprimé leur satisfaction face aux avancées notables enregistrées depuis la signature du traité de coopération entre leurs deux pays. Monsieur le Premier ministre, chers frères et amis, le 29 juillet 2008, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signaient un traité qui, loin de marquer le début de relations particulières entre deux pays, s'inscrivait dans une dynamique de confirmation de relations toutes amicales et fraternelles entre deux peuples que lient autant l'histoire, la géographie et la culture. Monsieur le Premier ministre, vous me pardonnez, je l'espère bien, cet exercice quasi scolaire, car aujourd'hui, c'est le 30 juillet 2014. C'est donc dire que nous venons de célébrer le 6e anniversaire de ce traité qui, au-delà de ce qu'elle venait marquer comme un acquis, a su, en dépit de toutes les turbulences, renforcer et étendre la coopération entre nos deux pays. L'économie ivoirienne a retrouvé sa vitalité. Le secteur financier est de nouveau opérationnel et avec les nouvelles réformes, devrait être aussi en plein effort. C'est dans ce contexte très favorable que la Côte d'Ivoire veut mettre ses importantes potentialités au service du raffermissement de la coopération ivoiro-burkinabé. Il me plaît de rappeler que le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers clients de la Côte d'Ivoire. En effet, les exportations ivoiriennes à destination du Burkina Faso en 2013 se sont élevés à 239 milliards de francs CFA. Quant aux importations ivoiriennes en provenance du Burkina Faso, même si elles sont plus faibles, elles ont quand même décuplé pour atteindre 16 milliards de francs CFA en 2013. Monsieur le Premier ministre et chers frères, nous avons parfaitement compris que l'avenir de notre pays réside dans une forte solidarité entre pays du Sud, dans le renforcement de la coopération Sud-Sud. Coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les acteurs du monde de la culture ne sont pas en marge du dit traité. Ils étaient donc fortement représentés à Ouagadougou la semaine dernière en prélude à cette 4e conférence. Artistes, musiciens, plasticiens et autres humoristes ivoiriens et burkinabés étaient en attraction au Palais du Peuple à Ouagadougou. Les échos avec Fatou Fofana. Le point culturel qui a toujours relié la Côte d'Ivoire au Burkina Faso est désormais plus que jamais solidifié. Pendant 3 jours, Ivoiriens et Burkinabés ont communié et partagé leurs us et cultures. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie en est particulièrement ravi. Nous faisons de cette semaine culturelle un bilan largement positif. Il a dû y avoir des milliers de personnes hier à la Maison du Peuple pour prendre part à ces festivités. Et ce soir, nous faisons la clôture de cette semaine avec cette soirée gala qui a connu un succès. Si tout le monde est d'accord que c'est une expérience à renouveler, le ministre de la Culture et du Tourisme burkinabé confirme que ce sera cette fois la Côte d'Ivoire qui va accueillir son pays. Le 5e sommet qui va se tenir en terre ivoirienne verra donc l'organisation d'une semaine culturelle burkinabé en terre ivoirienne. Nos frères ivoiriens ont donné le la, comme on le dit en musique. Maintenant, nous allons chanter ensemble la symphonie et ce sera une symphonie à 2. C'est dit,
La culture burkinabé sera au rendez-vous ivoirien dès l'année prochaine, à l'occasion du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, et ce sera à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. L'année prochaine, nous accueillerons nos parents du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Nous ferons en sorte que les choses se passent bien pour la population du Burkina, du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ici, le ministère de la Culture et du Tourisme nous a beaucoup facilité les choses. Le bilan est jugé positif par les organisateurs, ici à l'hôtel Azalaï, en plein centre-ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ce sont environ 200 personnes, des Ivoiriens et des Burkinabés, qui se sont réunis pour clore en beauté la toute première édition de la semaine culturelle ivoirienne du Burkina Faso. Et les 2 prochains jours le prouvent encore, avec la présence dans le pays des hommes intègres du président ivoirien Alassane Ouattara pour participer au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous sommes très heureux d'être ici au Burkina Faso. Comme le dit chez nous en Côte d'Ivoire, je suis en joie. Merci beaucoup. Merci Fatou Fofana pour toutes ces informations sur la semaine culturelle ivoirienne au Burkina Faso. Retour en Côte d'Ivoire pour parler emploi jeune, la jeunesse ivoirienne formée à l'entrepreneuriat. Une conférence débat suivie d'un atelier de formation en gestion de micro-projets s'est tenue récemment ici même à Abidjan. On en parle avec Eric Goré et Franck Kouadio. La jeunesse ivoirienne a longtemps été taxée de peu entreprenante. Une réalité que veut combattre l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Elle organise donc une conférence débat et un atelier de formation en gestion de micro-projets. Thème choisi, la jeunesse ivoirienne face à l'auto-emploi. Selon le président de cette structure, les jeunes doivent prendre des initiatives qui aboutiront à la création de leurs entreprises. Comment est-ce que des jeunes peuvent s'organiser autour des projets individuels ou bien collectifs pour pouvoir eux-mêmes créer leur propre entreprise? Parce que je pense et je crois encore que l'entrepreneuriat, la base de l'entrepreneuriat, ce sont les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines. Les Ivoiriens sont suffisamment formés. Donc il est important que des jeunes puissent se mettre ensemble autour des projets collectifs pour créer leur entreprise. Pour le conférencier, la récente crise vécue par la Côte d'Ivoire a entraîné la perte de plusieurs emplois. Il encourage cependant les participants à croire en leur potentialité. Ce qu'il vous faut, chers amis, c'est de retrouver un peu de fierté envers vous-même. Notons que cette tribune a permis d'outiller les futurs entrepreneurs qui disent à trouver en cette conférence une lueur d'espoir. Ça permet d'emmener la jeunesse à prendre conscience du défi de la création d'entreprises. Ce défi-là, il ne peut être relevé par l'État. C'est-à-dire que les jeunes ne doivent pas totalement s'orienter vers les entreprises créées par l'État, donc les concours de police, les concours de gendarmerie, les concours d'instituteurs, mais doivent avoir de l'initiative, donc avoir du courage pour entreprendre. Le diagnostic est posé. L'UNAPROJECI envisage d'accompagner les jeunes dans leur projet de création d'entreprise. La direction des affaires juridiques et du contentieux s'engage dans la lutte contre l'insalubrité urbaine. Un atelier de réflexion donc sur la mise en place d'une stratégie effective de la réglementation en vigueur en matière de salubrité urbaine. Pour en savoir plus, nous, Sangaré et Herman Niamien. Dans les zones urbaines, le désordre et l'incivisme des citoyens se traduit par un manque de savoir-vivre. Une situation qui démontre qu'ils ont très peu de connaissances des exigences de la vie urbaine, notamment le respect de l'environnement, de l'hygiène et des espaces publics. Au regard de cette situation, une communication en Conseil des ministres a été faite le 2 octobre 2012 sur le désordre urbain. Elle indique des mesures urgentes à prendre en vue d'engager le processus de restauration de l'ordre et de la salubrité dans nos cités. Pour la mise en application effective de ces mesures, un atelier est initié. Les populations soit ne connaissent pas véritablement la réglementation en matière de salubrité ou la connaissent mais ne veulent pas la mettre en application. Nous allons mutualiser nos efforts, nos moyens, nos actions pour ensemble dégager une stratégie, sillonner les communes de Côte d'Ivoire pour mettre en application effectivement notre réglementation. Cet atelier est bienvenu. Le sujet d'actualité au niveau de notre commune, parce que dans le programme que nous avons initié de Marcory commune propre, commune chic, nous avons un certain nombre d'actions à entreprendre en matière de salubrité et d'hygiène publique. Durant 3 jours de réflexion, un accent particulier sera mis sur 2 points. Le cadre juridique et institutionnel
et l'identification ainsi que le rôle des acteurs. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Nassiré Kaba, les résultats de cet atelier permettront d'améliorer et de maintenir dans un état de propriété et de bien-être le cadre de vie des populations. L'Afrique de l'Ouest en état d'alerte. Le virus Ebola est hors de contrôle selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La fièvre hémorragique qui a déjà fait au moins 700 morts depuis sa réapparition en début d'année gagne du terrain. La Sierra Leone, un des pays les plus touchés, déclare l'état d'urgence sanitaire. Au Libéria, c'est tout simplement la fermeture des établissements scolaires par mesure de prudence. Notez que le virus se propage, le Nigeria enregistre déjà un premier cas. La Libye, au bord du chaos, les ressortissants français et britanniques plient bagages. Une épaisse fumée noire continue de sortir des cuves d'un dépôt d'hydrocarbures à Tripoli. Les pompiers libyens tentent avec des moyens dérisoires de maîtriser le feu, mais l'incendie est hors de contrôle selon les autorités qui ont lancé un appel à l'aide à plusieurs pays européens. Problème, la situation sécuritaire rend très difficile l'accès à la zone. C'est donc une catastrophe environnementale qui se profile, en plus d'un naufrage politique. Les combats entre milices rivales à l'origine de l'incendie se poursuivent à Tripoli. De même qu'à Benghazi, à l'est, un avion de chasse est tombé dans une zone habitée sans faire de victimes au moment où un groupe islamiste annonçait la prise de contrôle de la principale base militaire. L'avion venait de Benghazi et à un moment donné, il a changé de direction, d'est en ouest. Il volait très bas et il est tombé. Il était en feu, peut-être à cause du moteur. L'avion militaire était engagé dans les combats aux côtés du général dissident Haftar, qui mène depuis des mois une lutte sans merci contre les islamistes avec ce qui reste de l'armée libyenne et que certains soupçonnent de vouloir mener un coup d'État. Face à ce chaos, les ressortissants de pays occidentaux quittent la Libye par tous les moyens possibles à la demande de leur gouvernement. Ils laissent un pays où l'État est aux abonnés absents et où la plupart des ambassades ont été désertées. Et les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza. Israël n'entend pas lâcher prise. Avec ou sans cessez-le-feu, Israël continuera de traquer les roquettes et autres tunnels du Hamas. Les propos fermes de Netanyahou, la trêve est donc bien loin d'être envisageable. Entrée dans sa 4e semaine, l'opération bordure protectrice de l'armée israélienne contre la bande de Gaza se poursuit sans faiblir. Ordonnée par le Premier ministre Netanyahou, l'intensification des opérations a encore fait un carnage mercredi à l'aube dans une des écoles des Nations Unies du camp de réfugiés de Jabalia. Des tirs d'artillerie ont atteint de plein fouet 2 classes dans lesquelles s'étaient retranchés les Palestiniens déjà chassés de chez eux. Bilan, 16 morts, de nombreux blessés de tous âges et le lot de déchirements et de souffrances pour ceux qui s'en sont sortis vivants. Les gens étaient assis, certains assis, d'autres couchés, quand tout à coup les roquettes sont tombées sur leur tête. Petits et grands ont été déchiquetés dans l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? C'est des innocents. L'UNRWA, qui a déjà dénoncé le stockage d'armes par le Hamas dans les écoles, a ouvertement accusé cette fois-ci Israël de graves violations des droits de l'homme. Nous avons visité le site et collecté les preuves, analysé les fragments, examiné les cratères et autres dégâts. Notre première conclusion est que c'est l'artillerie israélienne qui a frappé notre école, dans laquelle 3300 personnes ont trouvé refuge. Avec un nombre de tués en constante progression, plus de 1300 Palestiniens en majorité civile et 53 soldats israéliens, l'armée a annoncé à la mi-journée une trêve humanitaire de 4 heures. Mais une trêve qui ne s'appliquerait pas aux zones où les soldats sont engagés dans des opérations. Une annonce tout aussi confuse que celle du Hamas acceptant un cessez-le-feu, rejeté par sa branche armée tant qu'Israël n'aura pas cessé son agression et levé le blocus de la bande. L'armée israélienne a en tout cas appelé les habitants à ne pas retourner dans les zones concernées par un ordre d'évacuation et averti qu'elle riposterait à toute tentative de porter atteinte aux soldats et aux civils israéliens.
Voilà, et puis cette information, avant de nous dire au revoir, la commission paritaire informe l'ensemble des professionnels des médias que le délai de dépôt de demande des cartes d'attribution et de renouvellement de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication est prorogé jusqu'au lundi 11 août 2014 à 17h. Les demandes sont à déposer près du secrétariat permanent de la commission paritaire 6 à la cité administrative. C'est à la tour C, 17e étage, porte 28. Merci de nous avoir suivis.